Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 11 octobre. Salut Sophie, Chichi, Flo, Sencha, comment est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous avez passé toutes et tous une très très bonne semaine? Est-ce que vous êtes surtout prêtes et prêts à terminer? C'est triste, on arrive au bout. Terminer le Milinda Pada. Alors c'est sûr que si je vous le montre comme ça, vous êtes... quel est donc ce livre qui n'a pas de titre? Il est marqué là. Les questions, bien sûr, de Milinda, un texte qu'on travaille depuis pas mal de temps, hein, les vendredis. Et ça fait un petit bout de temps malgré tout qu'on ne l'a pas continué, parce que entre les différents déplacements slash maladies que j'ai eus, ça fait un petit temps qu'on n'a pas pu continuer. Et il nous restait en fait vraiment la toute fin, les quelques dernières pages de ce texte. Salut Sab Deveau qui arrive aussi. Donc malheureusement, eh bien, c'est bientôt la fin des questions de Milinda. Mais on aura quand même discuté de pas mal de sujets intéressants, hein. Donc pour ceux qui débarquent, qui n'auraient pas suivi, salut Eponine, qui n'auraient pas trop suivi, hein, donc ce texte, c'est un texte qui raconte la discussion entre un roi d'origine grecque qui s'appelle Milinda, qu'on connaît aussi sous le nom de Ménandre, et un moine bouddhiste qui s'appelle Nagasena. Et ce texte, qui fait partie du canon pali, hein, donc du canon Theravada, c'est un texte qui a un côté assez didactique, un côté un petit peu, avec des très très grosses guillemets, un bouddhisme pour les nuls, dans le sens où ce n'est pas un sutra qui a été prêché par le Bouddha, mais c'est vraiment une discussion qui aborde certains des thèmes centraux du bouddhisme, hein, notamment l'absence de soi, les agrégats, etc. Donc pas mal de choses qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble. Et voilà, ça avait vraiment pour but de donner des explications, avec aussi beaucoup d'illustrations différentes, voilà, d'exemples, etc., pour permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'était intéressant. Après, ce livre a quand même relativement vécu. Il date d'il y a quasiment 2000 ans, hein, donc il a pas mal vieilli d'une certaine façon, hein. Les exemples ne sont pas forcément toujours très parlants pour nous, avec notre âme moderne. Des fois, on comprend même juste pas de quoi il est question. Il nous manque les refs, en fait, hein, il nous manque certaines refs. Mais bon, ça reste quand même un texte qui est très agréable à étudier. Et donc là, on va le terminer. Et Eponine qui dit une idée du prochain texte Theravada, ben pas vraiment. En fait, pour être honnête, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire ensuite pour le Theravada. C'est vrai que j'avais bien envie d'étudier quelques-unes des stances des Teri et Thera, donc les poèmes qui font pareil partie du canon pali, qui sont attribués aux grands disciples moines et nonnes du Bouddha. Donc il y a deux beaux livres en français, hein, qui regroupent les différents poèmes des moines et des nonnes, vraiment les disciples directs du Bouddha, hein, là c'est de ça dont on parle. Donc je pensais peut-être faire un petit peu de ça. Mais c'est vrai que mon stock, on va dire, d'œuvres sur le Theravada est assez limité. J'en ai pas 150. Déjà en français, il n'y a pas non plus tant de choses que ça qui ont été traduites du Theravada en français. Et puis derrière, à nouveau, moi je suis pas un moine Theravada, donc je peux pas non plus aller étudier dans le détail des textes qui soient trop compliqués. Je risquerais de dire des bêtises. Donc voilà, au moins les stances d'Eteri, stances d'Ethera, ça reste assez abordable. Salut Tomoyo. Donc peut-être faire ça. Et salut Dagdeg aussi. Donc voilà, ça peut être une idée. Mais après, c'est vrai que je vais un peu arriver au bout. Donc je vais voir ce que je ferai, ou alors simplement je switcherai sur autre chose. Mahayana, philosophie, je sais pas. Je verrai encore. De toute façon, je reprendrai le problème quand je rentrerai du Japon, hein, parce que pour rappel, il me reste encore la semaine prochaine, ensuite je pars au Japon. Semaine prochaine, le vendredi, je vais sûrement en profiter pour tester mon matériel pour le Japon, donc vous faire un petit tour de ma pièce bouddhisme stream, montrer un peu les livres que j'ai, les différentes œuvres d'art. Il y en a certaines que vous voyez pas, qui sont soit à moitié cachées, soit juste hors caméra. Donc je vous ferai un petit tour comme ça, et ça me permettra donc de tester les lives avec mon téléphone. Donc je ferai ça normalement vendredi, j'aurai tout le matos finalement, puisque là il me manquait un câble, donc j'ai pas pu le faire. Je voulais le faire jeudi, mais j'ai pas pu. Donc voilà, ce sera probablement ça qui nous occupera le live du vendredi. Et après, je reprendrai tout ça quand j'attaquerai à mon retour du Japon, quoi. Je vais voir un peu comment je m'organise. J'aimerais aussi plus développer, j'en ai un petit peu discuté avec Sophie, et j'aimerais peut-être plus développer aussi le côté vidéo, YouTube slash podcast, un peu plus travaillé, dans le sens, pas forcément des trucs faits en direct sur Twitch, mais vraiment voilà, avec un script, en tout cas un minimum scripté. Et puis, comme j'ai un peu de mal avec le fait d'être filmé en direct, enfin filmé justement quand je ne suis pas en direct, c'est-à-dire être filmé juste pour YouTube, me retrouver tout seul avec une caméra quand il n'y a personne derrière, j'ai un peu de mal. Quand je suis avec vous, ça va parce que j'ai un chat et tout, donc vous interagissez, j'interagis, je sais qu'il y a quelqu'un en face, j'ai pas l'impression de parler dans le vide. Mais quand je m'auto-filme comme ça et qu'il y a personne à côté, j'ai vraiment l'impression de parler dans le vide et ça me bloque. Mais du coup, je me dis peut-être que si je le fais juste au format audio,
Voilà, avec des images, ce sera peut-être plus, faisable pour moi, peut-être moins intimidant, donc il faut que je teste. Ça fait partie aussi des projets que j'ai pour développer un peu tout ça, faire des portraits de moines un peu plus poussés, des portraits d'école et cetera. Donc voilà, des petits projets que je vais peut-être essayer de mettre en place une fois que je serai rentré du Japon. Donc on verra tout ça. Mais déjà aussi, bah, il faut que j'arrive aussi au Japon à faire des lives irréels. C'est pas gagné encore, hein. Je suis un peu un boomer, j'ai du mal avec la technologie. Voilà. Filmer les rushs en live, on va devenir ton équipe de prendre Greg, souris un peu. C'est vrai qu'il y a des youtubeurs ainsi qui font ça. Il y en a pas mal hein, qui font ça de youtubeurs. J'avais vu. Qu'est-ce que j'avais vu faire ça? Le joueur du grenier, je l'ai vu faire ça par exemple. Euh, c'est assez particulier parce qu'en fait, d'un coup, en fait, ils ont souvent un espèce de ton un peu différent quand ils sont dans leur personnage de youtubeur. Et du coup, il arrêtait pas de switcher entre son personnage youtubeur et son personnage normal. Et du coup, c'est très bizarre. D'un coup, il regarde la caméra, il passe en mode youtubeur. Puis après, il regarde le chat et il repasse en mode streamer. Et il y a vraiment une différence de ton, de voix. C'est assez rigolo, hein. Mais un peu bizarre aussi. Un petit peu bizarre. Voilà. J'ai vu Cyrus North aussi faire ça, ouais. Cyrus North. Puis Cyrus North en plus qui arrêtait pas de se reprendre, donc il refaisait pas mal de fois les takes et tout. C'est un peu bizarre en live. Mais bon, à voir, à voir. De toute façon, c'est des choses qu'il faudra un petit peu affiner, quoi. On va voir. Voilà. Alors, du coup, si on reprend un petit peu Nagasena, comme je disais, malheureusement, ça fait un petit temps qu'on n'est pas revenu sur notre bon Nagasena. Salut Delph. Bonjour, si on écoute seulement Corboul. Ah bah, courage à toi. Merci beaucoup, hein. Donc on était donc sur la fin de Nagasena. La première partie que je vais voir ici. Alors vous allez voir hein, d'ailleurs ici, il y a des trucs un peu bizarres. Il y a une ou deux parties, un ou deux paragraphes qui n'ont vraiment aucun sens, quasiment. Ou en tout cas, on n'a pas les refs, donc je vous raconterai ça, mais c'est un peu bizarre. Et le premier, en fait, ici, le premier point sur lequel il revient, c'est un peu cette idée de pouvoir magique dont on a discuté la dernière fois. Donc, comme ça fait un petit temps, je vais reparler à nouveau de ce que j'avais déjà dit la dernière fois sur les pouvoirs magiques, juste pour, enfin, pouvoirs magiques dans le bouddhisme, hein, juste pour redonner à nouveau un petit peu le contexte et puis vous réexpliquer un petit peu tout ça. Donc, je vous lis déjà ce point numéro 38 hein, qui dit Milinda demande Nagasena, est-il possible d'aller avec ce corps que voici, soit à l'Uttarakuru, soit au monde de Brahma, soit à un autre continent? Donc en gros, est-ce qu'avec ce corps-ci, on peut se téléporter? Alors là, gros sujet, est-ce qu'avec ce corps-ci, on peut pratiquer la téléportation? Et donc Nagasena lui répond oui. Mais donc comment est-ce qu'on fait ça? Nagasena lui explique, tu te rappelles, Maharaja, avoir fait sur le sol un saut d'un certain nombre d'empans ou de coudées. Donc en gros, est-ce que tu te rappelles déjà avoir fait un saut en longueur en fait hein? C'est ça qu'il lui demande, hein. Est-ce que tu as déjà fait du saut en longueur, roi Milinda? Oui, et je saute 8 coudées. Je ne sais pas trop ce que ça fait en mètres, mais j'imagine que c'est pas dégueu. Et comment sautes-tu 8 coudées, roi? Eh bien, je suscite en moi cette pensée, c'est là que je retomberai, et avec cette pensée, mon corps devient léger. Et de même, donc dit Nagasena, hein, de même le religieux doué de pouvoirs magiques, arrivé à la maîtrise de l'esprit, charge en quelque sorte son corps sur son esprit, et par la force de son esprit, s'élève dans les airs. Donc là, à nouveau, hein, il est question de pouvoirs magiques. Donc je vous ai remis ici une petite note, hein, petite note sur les pouvoirs magiques, un rappel sur les pouvoirs magiques, ce qu'on avait discuté la dernière session, mais comme je dis, ça date un petit peu. Donc, ça fait pas les pouvoirs magiques, hein, c'est des pouvoirs que les personnes qui ont, donc suivant les traditions autant hindoues que bouddhistes, hein, les gens qui ont maîtrisé leur esprit sont censés pouvoir atteindre un certain nombre de pouvoirs magiques. Et il est traditionnellement fait mention de 6 pouvoirs magiques. Le premier, il est spécifique aux pratiquants bouddhistes. C'est le fait de savoir que la souffrance a été coupée à sa racine et qu'on ne renaîtra plus. Pouvoir uniquement accessible à ceux qui suivent le bouddhisme, parce qu'effectivement, hein, le fait de pouvoir savoir que on a coupé la racine de la souffrance, qu'on ne renaîtra plus, eh bien, étant donné que c'est l'apanage du bouddhisme, de pouvoir arriver à cet état-là, eh bien, c'est un état qui n'est accessible qu'aux personnes qui ont suivi la voie bouddhiste, en tout cas traditionnellement. Et après, eh bien, il y a du coup 5 autres pouvoirs qui, eux, en fait, sont accessibles pas seulement aux pratiquants bouddhistes, en fait, ils vont être accessibles globalement à toute forme d'ascète qui va pratiquer des méditations spécifiques, des austérités spécifiques. Et donc, hein, même effectivement des personnes comme Devadatta, qui sont considérées un peu comme le vilain de l'histoire, hein, le cousin du Bouddha qui trahit le Bouddha, qui essaye de faire une scission de la communauté des moines, etc. Et bien même lui, hein, il a un certain nombre de pouvoirs magiques qu'il a pu acquérir.
Et donc ces pouvoirs, hein, globalement, ils sont au nombre de 5. Il y a du coup le fait de maîtriser les pouvoirs psychiques. Donc notamment, c'est celui qu'on vient de voir ici, hein, c'est ce qui permet de voler jusqu'au palais de Brahma ou de se téléporter. L'oreille divine qui va permettre d'entendre au loin. La connaissance de l'esprit des autres, donc le fait d'être capable de lire dans leurs pensées et de détecter ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils ont besoin d'entendre. La capacité de se rappeler de ses vies passées et la capacité à connaître les états de renaissance des autres êtres. Et donc, comme je disais, hein, dans le bouddhisme, ces pouvoirs ne doivent pas être cherchés par eux-mêmes. En fait, ils sont juste une conséquence de la pratique. Ça, c'est un point qui est important. En fait, on ne peut pas juger de l'état de réalisation d'une personne par rapport à ses pouvoirs magiques. Mais effectivement, traditionnellement, dans le bouddhisme, la plupart des disciples du Bouddha étaient censés avoir pu acquérir un certain nombre de ces pouvoirs, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils recherchaient en fait. Eux, ils cherchent à se débarrasser de la souffrance, ils cherchent à sortir du cycle des naissances et des morts, mais de par leur pratique, eh bien, tout naturellement, en fait, ces pouvoirs se sont manifestés en eux. Et il y a des moines qui étaient plus ou moins doués pour ces pouvoirs, hein. Il y en a qui étaient réputés pour être numéro 1 en pouvoir magique, et d'autres qui n'étaient pas forcément très doués là-dedans, mais qui étaient plus axés sur la sagesse, etc. Donc ce n'est pas bien sûr un critère, hein, mais, et ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut rechercher, mais c'est un effet de la pratique de ces moines. Alors après, bien sûr, on y croit, on n'y croit pas, c'est autre chose. Il y a beaucoup aussi dans les sutras, hein, on en a déjà discuté ici, mais un effet un peu waouh, un effet un peu folklore, un effet un peu X-Men, hein, comme disait Eponine, un crossover les X-Men, X les Zaharat. C'est ça, il y a un côté un petit peu excitant, justement, hein, au fait de se dire, ouais, ils ont des pouvoirs magiques, ils peuvent voler, ils peuvent se téléporter, ils peuvent passer par le trou d'une serrure, ils peuvent connaître les vies passées des gens, etc. Il y a un côté un petit peu fun, un petit peu excitant là-dedans. Après, on n'est pas forcément obligé d'y croire en soi, mais d'un point de vue narratif au niveau des sutras, c'est toujours assez sympa. Voilà, un petit peu, ça met un petit peu de fun et de magie dans tout ça. Ça rend le texte un petit peu plus intéressant d'une certaine façon. Et donc là, voilà, hein, le roi demande par rapport au fait de pouvoir du coup se téléporter, et Nagasena lui explique que, eh bien, en fait, c'est comme si tu chargeais ton corps sur ton esprit au lieu de faire l'inverse, et hop, tu peux comme ça d'un coup te téléporter, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que dit Éponine, hein, parmi les disciples du Bouddha, il y a Modgalayana, qui est réputé parmi les disciples historiques du Bouddha pour être celui qui était le plus avancé au niveau des super pouvoirs. Voilà, c'était sa caractéristique. Le Bouddha avait nommé certains de ses disciples en disant celui-là c'est le numéro 1 de la sagesse. Shariputra par exemple, il y en a un, le numéro 1 pour la mémoire, genre Ananda, et tu avais effectivement Modgalayana pour le côté super pouvoir. Les magiques, voilà. Et d'ailleurs, cette histoire de téléportation, ça me fait penser, j'ai envie de vous partager cette discussion que j'ai eue avec Sophie, je crois que c'était hier ou avant-hier. La question ou début de semaine, je sais plus. La question justement de la téléportation. C'était en fait on en est arrivé à une espèce de koan un peu bouddhiste avec cette histoire de téléportation. On discutait téléportation parce qu'on se disait, ah, c'est chiant de faire les trajets en bagnole, ça serait bien de pouvoir se téléporter. Et je disais, mais imagine, est-ce que si ils arrivent à inventer la téléportation, donc l'idée que tu as deux machines, dans la première, ton corps se dématérialise, dans la seconde, ton corps se rematérialise. Et je lui disais, imagine, si en réalité ce qui se passe, plutôt qu'en fait être un réel transfert de tes particules d'un point A à un point B, en réalité la façon dont ça marche, et personne n'est capable de vérifier que c'est le cas, en fait ton corps A est désintégré, et ton corps, et à nouveau ton corps est recréé à partir de zéro dans la deuxième machine. C'est-à-dire ce n'est pas un transfert de l'un à l'autre, c'est une désintégration, réintégration, désintégration, recréation. Est-ce que ça vous poserait un problème? Parce qu'en fait, d'un point de vue bouddhiste, techniquement, c'est ce qui se passe en permanence d'un instant A à l'instant B, à l'instant C. À chaque microseconde, on est différent, on change d'une certaine façon, on réapparaît. Mais moi, d'un point de vue personnel, avec cette histoire de machine, je me disais, autant d'un côté, ça me gêne pas qu'il y ait un transfert d'un point A à un point B, mais si mon moi actuel était dissous pour être recréé derrière, et d'ailleurs le moi qui serait recréé n'aurait aucune idée du fait que il a été désintégré et que c'est donc un nouveau Greg qui est en réalité exactement le même que l'ancien, est-ce que ça vous poserait un problème? Et moi, vraiment, ça me posait un peu problème. Et je me dis, c'est drôle parce que d'un point de vue bouddhiste, ça devrait pas me poser de problème techniquement. Parce que c'est censé être ce qui se passe en permanence, en fait. Mais le bon vieux attachement au moi, je me disais à Sophie, je dis, ouais, mais du coup, ça veut dire que mon moi actuel est désintégré et qu'un nouveau moi est recréé avec exactement le même corps, les mêmes souvenirs, le même esprit. Du coup, il a même aucun souvenir d'avoir été désintégré. Pour lui, il a juste été téléporté au Japon, par exemple.
Et du coup, ça me perturbait. Voilà. Je vais vous partager mon embrouille. Et Sophie disait que elle, ça la gênait pas, par exemple, parce qu'elle dit oui, mais du coup, c'est la même personne. C'est à nouveau moi, il a mes souvenirs, pour lui, il n'y a pas de différence. Je fais oui, mais mon moi actuel a été dissous. Cette embrouille. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais attaché à mon moi parce que ça me gêne. Et du coup, Sophie est moins attachée à son soi que moi, ou alors elle a une vision différente du soi. Mais du coup, moi, j'étais genre, ah, moi, ça me gêne. Ça me paraîtrait bizarre, même s'il a mes souvenirs, même s'il a mon corps, même s'il a globalement mon esprit ou ce que vous voulez, ma façon de penser, en fait, c'est exactement comme moi, c'est plus exactement moi. On est encore dans qu'est-ce qui nous définit en tant que personne. Exactement, exactement. Si mon moi d'aujourd'hui, à la microseconde, est désintégré et qu'un nouveau moi exactement similaire avec exactement les mêmes souvenirs est créé dans la microseconde qui suit, est-ce que c'est encore la même personne? Voilà. Et du coup, c'est la classique question et le classique point du bouddhiste du non-soi. Hein. On est exactement là-dedans. Mais en fait, posé avec cet exemple-là, ça me posait problème. Et là, je me suis dit, ah ouais, l'attachement au soi, il est profond quand même. Il est vraiment, vraiment profond, quoi. On a beau dire. Hein. Tant qu'on est là à discuter théoriquement et tout, ça va bien. Mais dès qu'on commence vraiment à essayer de se mettre dans des situations, un petit peu dans des vues de l'esprit, dans des exercices comme ça, tout de suite, là, c'est un peu plus gênant. Et surtout, ce que j'ai assumé, c'est qu'on n'aurait pas moyen de savoir. On n'aurait pas moyen de savoir si c'est un transfert d'un point A ou un point B ou si c'est une désintégration, recréation. On ne saurait pas. Mais en fait, d'un point de vue philosophique, il y a une énorme différence entre les deux. Enfin bref. Voilà. C'était c'était le tunnel de la téléportation. Ya. Voilà. Sophie qui dit j'estime que ça reste moi même s'ils sont des nouvelles cellules. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Et on avait discuté après justement de cette fameuse allégorie du bateau où si tu remplaces au fur et à mesure, parce que le bateau vieillit, tu remplaces au fur et à mesure un clou par-ci, une planche par-là, une voile par-ci, une voile par-là, au bout de X temps, en fait ton bateau, c'est le bateau de Thésée, hein, c'est ça, je sais plus, oui c'est le bateau de Thésée je crois, le bateau a été complètement changé, mais est-ce que c'est toujours son bateau? Et là c'est un peu la même idée en fait, il y a un peu de cette idée-là aussi, ouais. Voilà. J'espère que ça... Je ne sais pas. En fait, je sais même pas comment on en était venu à voir ça. Ah si, bah si, oui, parce on disait que les trajets c'était chiant des fois. Mais et du coup, c'est parti là-dedans. Oula, Éponine qui m'a envoyé un pavé. Alors, dans un sutra, Modgalayana met en doute le fait que la voix du Bouddha puisse être entendue à des milliers de millions de chants de Bouddha de loin. Donc, il se téléporte dans un monde très lointain, là où un autre Bouddha enseigne. Un des disciples du Bouddha se gratte et se dit tiens, un ver grimpe sur moi. Et ce Bouddha dit c'est pas un ver, c'est le disciple du Bouddha Shakyamuni. Ah, énorme. Et il s'adresse à Laharat en lui disant les pouvoirs du Bouddha sont inconcevables, n'utilise pas tes super pouvoirs pour les tester ainsi. Ouh. Il se fait clash par le Bouddha. Excellent. Oui, parce que du coup, en fonction des mondes, hein, traditionnellement, en fonction des mondes dans lesquels tu peux aller, en fait, tout le monde n'a pas forcément la même taille. Donc, en fait, là, il s'est popé dans un endroit où probablement tout le monde est très très grand. Et du coup, c'est un tout petit ver qui est là, qui avance. Il essaye de monter vers le Bouddha. Oui, 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 oui. C'est juste mode Galayana. Excellent. Excellente anecdote. Et puis, il se fait bien défoncer en disant oh, arrête de tester les trucs comme ça, là. Petit ver. Excellent. Ensuite, là, ce passage, on est sur un endroit où justement, j'ai pas forcément la ref. J'ai un petit peu cherché, j'ai pas des masses trouvées. Donc voilà, Nagasena, vous dites qu'il y a des os longs, donc des os, hein, longs de 100 yojana, donc de plusieurs centaines de kilomètres. Or, il n'y a même pas d'arbre qui ait une telle hauteur, comment pourrait-il y avoir des os aussi longs? Et donc, Nagasena lui répond, hein, n'as-tu pas entendu dire qu'il y a dans l'océan des poissons de 500 yojana? Oui. Et sûrement un poisson de 500 yojana peut avoir des os de 100 yojana. Voilà. Alors, je ne sais pas, en fait, d'où vient cette discussion. C'est quoi le background qu'il y a derrière? Pourquoi d'un coup il parle justement de ces os qui sont très grands? Et voilà, j'ai pas la ref. Là, je suis désolé là-dessus, j'ai pas la ref, j'ai un peu cherché, j'ai pas forcément trouvé la ref. Et à part le fait qu'il parle de poissons énormes dans l'océan, qui nous fait un petit flip avec des monstres marins et Cthulhu. N'est pas mort ce qui dort à jamais. Voilà, il y a un petit flip de monstres marins qui font des centaines de mètres de long là.
C'est un peu bizarre, hein. C'est une discussion du marché du vieux port avec le poissonnier. Ouais, c'est ça. Un jour, j'étais en mer. J'ai vu une bête. Elle était grande, grande comme une cathédrale. Voilà, la discussion du. Voilà, ça va devenir un truc un peu comme ça. Et voilà, j'ai pas la ref, donc je peux pas vous en dire plus. Puis surtout, il n'y a pas vraiment de point philosophique qui va derrière, donc je ne sais même pas ce que ça fout là. Je ne sais pas ce que ça fout là et j'ai pas la ref. Donc voilà, je vous le laisse comme ça. Voilà. Alors après, un autre point qui est intéressant, qui est en lien un peu avec la méditation slash un petit peu pouvoir magique. Melinda qui demande, hein, Nagasena, vous dites qu'on peut arrêter l'aspiration et l'expiration. Comment est-ce possible? La ref. Nagasena lui répond, as-tu quelquefois entendu un dormeur ronfler, un ronfleur dormir, un dormeur ronfler? Oui. Ce bruit ne cessait-il pas lorsque le dormeur inclinait son corps? Oui. Si un homme sans culture du corps, de la vertu, de la pensée, de la sagesse, peut interrompre ce bruit par une simple flexion du corps, comment celui qui a cultivé son corps, sa vertu, sa pensée, sa sagesse, qui est parvenu au 4e degré de la concentration mentale, ne pourrait-il pas arrêter son souffle? Bon, déjà, la comparaison avec le ronfleur, elle est drôle parce qu'on l'a tous vécu, hein. On sait tous ce que c'est. Donc c'est assez drôle. Et là, il dit voilà, du coup, même si, si un ronfleur, tu peux lui faire arrêter de ronfler juste en lui donnant un petit coup dans les côtes pour qu'il change de côté, comment est-ce qu'effectivement une personne qui aurait cultivé vraiment la méditation à fond ne serait pas capable d'arrêter ainsi son souffle? Et donc là, justement, il parle des différents degrés de méditation, et donc c'est l'occasion d'en discuter un petit peu, puis de voir cette histoire justement en lien avec le souffle. Donc, les degrés de méditation. Alors, attends, hop, je vais mettre ça un peu plus grand. Voilà. Est-ce que je peux? Voilà, comme ça. Donc là, en fait, ce qui parle, hein, avec cette histoire de 4e état de méditation, eh bien, c'est un des hauts états de samadhi, donc d'absorption méditative, hein, jhana, pardon, un haut état d'absorption méditative, donc type jhana, dans laquelle le souffle paraît cesser. En réalité, il ne cesse pas, hein, on est d'accord, Tomoyo, hein, sinon, en général, quand on arrête de respirer, on meurt. Un point important, c'est de ne pas arrêter de respirer, sinon on meurt. Par contre, effectivement, il y a des récits qui rapportent qu'en fait, les grands méditants arrivent à un tel état de calme qu'on a l'impression qu'ils ne respirent plus, en fait. On a l'impression qu'ils ne respirent plus. Alors techniquement, ils doivent respirer, hein. Le cycle biologique fait que tes cellules ont besoin qu'il y ait de l'air qui circule, sinon on meurt. Mais voilà, en fait, tout leur corps est tellement calmé que le cycle d'inspiration-expiration doit être extrêmement lent, au point où on a l'impression qu'il ne respire plus, en fait. Et donc, je vous ai mis ici, hein, les 4 niveaux de jhana, donc les 4 états traditionnels d'absorption méditative, qui sont en fait 4 états qui sont de plus en plus profonds. Donc, le premier, c'est la joie. Donc, c'est la joie qui vient de l'attention complète à l'objet de méditation. Donc, en général, la joie, hein, dans cet état de samadhi, en fait, vous allez pratiquer la méditation sur le souffle. Et en fait, vous allez arriver à ce niveau de concentration où, en fait, il n'y a plus que le souffle. C'est-à-dire vous n'avez plus que conscience de votre objet de méditation. Et en général, cette sensation-là s'accompagne d'une forte sensation de joie parce qu'en fait, tout le reste tombe et il n'y a plus que l'objet de méditation qui est fortement présent. Et juste, c'est le seul qui est présent en fait. Et effectivement, cet état d'absorption méditative ça s'accompagne d'une grande sensation de bien-être. Donc ça, c'est le premier état. Ensuite, on a le deuxième qui est donc la tranquillité qui vient de l'unification de l'esprit. Attention non discursive aux objets. Donc là, on est attentif, mais on n'a plus besoin de se concentrer sur le souffle, en fait. On est attentif à l'objet de méditation, mais l'esprit est unifié, il n'y a plus d'effort réel à faire. Ensuite, il y a l'équanimité, où là, en fait, on va ressentir tous les objets, alors plus que l'objet de méditation, mais tous les objets en version égale. Donc en fait, là, d'un coup, on peut entendre du bruit, on peut entendre des choses, mais en fait, toutes les sensations sont acceptées d'une façon égale et tranquille. Et en ce moment-là, on continue à ressentir de la joie dans cet état-là. Et en fait, le 4e état, celui dont il était question ici, c'est un état qui va encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on va tout abandonner. On abandonne les sensations agréables et désagréables. Et donc là, c'est de l'équanimité complète, dans le sens où tout est abandonné. En fait, on ne cherche plus à ressentir de la joie, on ne ressent même plus la joie et la plénitude qui vient avec la méditation.
tout tombe en fait. Tout tombe et il ne se passe plus rien. C'est l'équanimité complète, le vide complet. Et c'est apparemment dans ce niveau-là de méditation qu'on se retrouve avec ce cas où apparemment la respiration semble disparaître. Voilà. Alors après, moi, je ne peux pas vous parler plus dans le détail énormément de ces 4 états de méditation, dans le sens où moi, je ne les ai pas atteints. Je pense avoir une ou deux fois à l'époque où je faisais vraiment de la méditation, pas ce que je fais maintenant, parce que je fais d'autres formes de méditation qui sont plus dévotionnelles, mais à une époque où je faisais de temps en temps de la entre guillemets, méditation classique sur le souffle, j'ai déjà dû atteindre le stade 1, potentiellement une fois le stade 2. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fois, enfin j'ai vraiment eu plusieurs fois ce moment où effectivement il n'y a plus que l'objet qui apparaît extrêmement, l'objet de méditation, donc typiquement le souffle, parce que c'est ce que je faisais, extrêmement puissamment. Tout le reste soudainement disparaît. Seul le souffle est présent. Effectivement, ça s'accompagne d'une sensation de plénitude qui est incroyable. Et en fait, en continuant dans ce moment-là, en fait, à un moment, on se rend compte que, et c'est pour moi peut-être le deuxième, on a une tranquillité d'esprit qui fait qu'en fait, on peut aussi déplacer son esprit en dehors de l'objet initial de méditation et tout en gardant la même tranquillité. Par exemple, je me souviens qu'à ce moment-là, je crois qu'il y avait du bruit dehors ou des oiseaux, ou je sais pas, j'ai entendu quelque chose. Mon esprit s'est déplacé sur cet objet-là, mais toujours en gardant le même niveau de concentration. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, je pouvais élargir d'une certaine façon ma conscience à tout ce qu'il y avait autour, les différents, plus seulement le souffle, mais toujours le souffle et le bruit et un petit peu la lumière qu'il y a autour et les sensations du corps, tout en gardant un état vraiment de tranquillité et d'équanimité. Mais je suis pas allé plus loin que ça. J'ai pas réussi à aller plus loin que ça. Et puis je pratique pas forcément les méditations de type samadhi. Je l'ai fait un petit peu à une époque, mais pas plus que ça en fait. Et donc voilà, donc je n'ai jamais été jusqu'au-delà du stade 1, peut-être 2 vaguement une fois, mais je suis même pas sûr que c'était le 2. Puis c'est difficile parce que j'ai pas de maître par rapport à ça, donc c'est ce que j'ai lu. Mais voilà. En tout cas, le 1, oui, je pense que je l'ai atteint une fois ou deux. Et peut-être une fois le 2, et je suis pas sûr. Voilà. Et un peu plus loin, jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais effectivement, on a le récit de ces méditants, ceux qui ont atteint le stade 4, qui justement se retrouvent dans des états où, en fait, ils perdent, apparemment, d'après les dires que j'ai entendus, ils perdent même en fait complètement la notion du temps. C'est-à-dire qu'ils restent vraiment en méditation, ils n'ont plus conscience de rien, de leur corps, de leur esprit, des bruits autour, de ce qui se passe. Et du coup, ils peuvent rester comme ça pendant des heures sans bouger, complètement absorbés. Et il n'y a rien qui les dérange autour, en fait. Et c'est vraiment un état un état profond, en fait, de méditation. Et c'est apparemment dans cet état-là où, effectivement, on a l'impression que les personnes sont quasiment mortes, en fait. Elles ne respirent plus quasiment. Enfin, elles respirent de façon quasi... on a l'impression que leur souffle est quasi inexistant. Toutes leurs fonctions sont ralenties. Et ils entrent dans un espèce d'état d'hibernation bizarre. Et voilà. Mais c'est assez surprenant. Voilà. Mais bon, je ne sais pas. Mais j'ai entendu des récits de ça, effectivement. Ouais. Mais ça, c'est... Vous voyez le... Pardon. Excusez-moi. Cette histoire de samadhi, là, c'est quelque chose en fait qui n'est pas lié directement au bouddhisme en soi. C'est quelque chose qui existait déjà avant. Ces formes de samadhi et de méditation, c'est des formes de méditation que le Bouddha pratiquait déjà, même à l'époque de son propre entraînement, avant de devenir le Bouddha. C'est des formes de méditation qui existent depuis plus longtemps. Et derrière, justement, le Bouddha, lui, il apporte cette idée en disant il faut faire attention, il n'y a pas que samadhi. Le but, c'est pas justement... Parce qu'on peut développer derrière une espèce d'addiction à ces états méditatifs qui apportent du calme, de la tranquillité, etc. En fait, le Bouddha va quand même expliquer que à terme, le but, c'est justement d'utiliser cette unification de l'esprit sur un objet pour derrière pouvoir faire de l'analyse. Donc, il y a samatha, donc la méditation, le calme mental, et vipassana, où là, on a vraiment de l'analyse des phénomènes qui se passent au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'environnement. Et donc le Bouddha va dire, c'est ça aussi qu'il faut cultiver. Le but, c'est pas de cultiver l'absorption en samadhi pour l'absorption en samadhi, parce qu'en fait, derrière, on peut juste développer une simple addiction à ça, et ce n'est pas la réelle libération de la souffrance, c'est une sorte d'apaisement temporaire de la souffrance, parce qu'effectivement, c'est des états où on ressent de la joie, et en général, plus de souffrance, mais ça ne reste que temporaire. À un moment, il faut bien sortir de la méditation, on ne peut pas y rester planté éternellement. Donc il y a un petit piège par rapport à ça, un petit piège. Voilà, et je regarde un petit peu ce que m'avait écrit, du coup. Dagdag qui dit, ça me rappelle certains taoïstes qui arrêtaient de bouffer, respirer ou bouffer du cinabre. Déconnez pas, les gars. Ouais, c'est ça, buvons du mercure, quoi. Exactement.
Éponine qui dit notamment Maître Tanoan, un des maîtres de la Terre pure, hein, qui a essayé des sombres remèdes de grand-mère taoïste parce qu'effectivement, il voulait prolonger sa vie parce qu'il avait eu une maladie, on ne sait pas trop quoi. Certains disent que c'était peut-être même juste un burn-out, en fait. Il a peut-être fait un burn-out, ou alors vraiment, il est réellement littéralement tombé malade. Et donc, il s'est dit, il faut que je prolonge ma vie parce que sinon, je vais jamais réussir à finir mon taf. Il était en train de travailler sur un commentaire de mémoire du Sutra du Nirvana. Et il s'est dit, je n'aurai pas le temps de terminer si je meurs rapidement, que je fais un énorme burn-out. Donc, il me faut me trouver des remèdes pour augmenter ma vie. Et donc, il était allé voir des taoïstes pour ça à l'époque. Voilà. Et Ponine qui disait, dans les écoles de la Terre pure, il y a la notion de samadhi de la Terre pure, effectivement, lorsque ta pratique est tellement avancée que tu peux voir le Bouddha. C'est ça, tu atteins des états d'absorption. En fait, tu as tellement médité sur la Terre pure quand tu en viens à voir le Bouddha et la Terre pure en permanence, que tu sois éveillé ou endormi. Tu n'as même plus besoin de méditer, en fait, tu le vois toujours. Et donc, Ronen, le maître de Shinran, Shinran, le fondateur de mon école, son maître Ronen, apparemment, aurait atteint cet état de samadhi de la Terre pure, où vraiment il voyait en permanence le Bouddha et la Terre pure, qu'il ait les yeux ouverts ou fermés, et il était toujours en présence du Bouddha. Donc voilà. Mais c'est un autre type. Là, c'est vraiment... c'est plus des méditations de type visualisation, alors que là, ce qu'on parle, c'est vraiment des méditations plus de calme mental, en fait, de concentration et de calme mental. C'est un petit peu différent. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en discuter, surtout qu'après, on aborde un point à nouveau où je ne comprends pas le rapport. Voilà, on est ici. Nagasena, pourquoi est-ce que la mer est-elle appelée Samudo? Parce qu'il y a dans la mer autant de sel que d'eau, autant que d'eau que de sel. Ok. D'accord. Je ne sais pas trop ce qu'on est censé faire de cette phrase. Apparemment, et d'après le traducteur de mon livre, il était dit en petite note étymologie fantaisiste de Samuda par Sama égale et Udaka eau. Voilà. Je ne sais pas. Là, ça fait typiquement partie des points. Je ne comprends pas. Et deux, je ne vois pas ce que ça fout là. Genre, les gars, ils ont des discussions profondes sur le bouddhisme et tout. Et d'un coup, ils lui posent des questions bizarres d'étymologie. Et même mathématiquement, c'est pas vrai, hein, effectivement, hein, Ponit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Qu'est-ce que c'est. Mystère. Voilà. J'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. On va s'arrêter à je n'ai pas la ref. Je ne sais pas. Bizarre. Un peu cringe l'échange là. Hop. Ah oui, puis du coup, pareil pour le deuxième point, hein, Nagasena, pourquoi la mer a-t-elle une seule saveur, la saveur du sel, parce que l'eau y a séjourné longtemps. Voilà. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Alors, le point d'après, il est un peu plus intéressant à discuter parce que là, les deux points sur le sel, voilà quoi. Nagasena, la chose la plus fine peut-elle être divisée? Est-ce qu'on peut diviser ce qui est déjà très fin? Oui. Quelle est la chose la plus fine? Le dharma, doctrine, mais non tous les phénomènes. Car un dharma, en tant que phénomène, peut être qualifié de fin ou de gros, mais tout ce qui est divisible peut être divisé par la sagesse que rien ne peut ne diviser. Alors là, c'est toujours un peu une embrouille classique dans le bouddhisme qui existe depuis le début du bouddhisme. C'est cette problématique du fait que le mot dharma veut dire deux choses qui n'ont rien à voir. Enfin, globalement rien à voir. Deux choses qui sont assez différentes. Il y a dharma qui veut dire la doctrine, les enseignements, le dharma, les enseignements du Bouddha, comme dans les trois trésors, hein, le Bouddha, le dharma, la Sangha, donc le Bouddha, ses enseignements et la communauté des moines. Donc dharma a le sens de enseignement du Bouddha, la doctrine, mais il y a un autre mot pour dharma qui sous-entend, qui veut dire en fait tous les phénomènes. Tous les phénomènes, dans l'ensemble du monde, hein, tous les phénomènes, ce sont des dharmas. Donc vous imaginez bien des fois qu'en fonction de la discussion, c'est un petit peu l'embrouille, à savoir est-ce qu'on parle de la doctrine ou est-ce qu'on parle des phénomènes. Et donc là, pour différencier, ils ont fait un move qu'on fait assez classiquement en Occident quand on parle de l'un ou de l'autre, c'est qu'on va mettre dharma en tant que doctrine, on va mettre dharma avec une majuscule, et pour les phénomènes, on va mettre dharma avec une minuscule, histoire voilà, de dire le grand dharma, entre guillemets, c'est la doctrine, et le petit dharma, c'est les phénomènes. Et donc là, ce qu'il explique, c'est qu'en termes de phénomènes, il y a des phénomènes qui sont, entre guillemets, plus ou moins gros ou plus ou moins fins. Voilà, je veux dire, les atomes sont des dharmas, hein, concrètement.
Mais il explique du coup que derrière, tout ce qui est divisible peut être divisé par la sagesse que rien ne peut diviser. Donc la sagesse en elle-même, hein, qui permet justement, ici on parle de la sagesse qui va justement permettre d'analyser les phénomènes en profondeur, de les décortiquer. Et donc justement, cette sagesse permet de décortiquer les phénomènes, mais d'une certaine façon, rien ne peut diviser la sagesse en elle-même. La sagesse est un outil indivisible qui permet de diviser. C'est le scalpel qui permet de diviser les phénomènes. C'est un scalpel qui est indivisible. Voilà. Et effectivement, Eponine qui dit des fois le double sens c'est volontaire, effectivement, et donc avec l'astuce des majuscules, ça crée, ça fait perdre un peu cette ambiguïté ou ce double sens qu'on peut avoir. Tout à fait. Eponine qui dit Nagasena et Milinda, c'est les discussions profondes dans la contre-soirée de la cuisine. Tu sais, ça part vraiment de discussions ultra philosophiques et tout, à d'un coup un truc fait, mais attends, mais du coup, l'eau. Et Nagasena, pourquoi la mer elle est salée? On a l'impression qu'ils sont complètement bourrés. Putain, ouais, pourquoi elle est salée la mer? C'est vraiment la discussion de fin de soirée là. C'est ça, dès qui dit depuis le début, ils sont à l'apéro. Arrivé pour maintenant, ça va commencer à faire beaucoup de verres. C'est exactement ça. J'avais exactement cette idée-là en tête. Ils sont en fin de soirée là. Ils sont partis sur le côté philosophique et de temps en temps, il y en a un qui pose des questions existentielles. Genre, t'as déjà entendu parler des monstres marins? Ouais, ça part en cacahuète. Ça part n'importe comment là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, Nagasena Mininta. Il est genre 4h du matin là. Il faut que vous alliez vous coucher les deux. Ça va plus du tout. Donc voilà, en tout cas, cette histoire, hein, donc, du coup, de la sagesse, hein, justement, donc cette sagesse qui permet de décortiquer les phénomènes, eh bien, justement, elle est indivisible, mais elle permet de, justement, diviser les phénomènes en les analysant de plus en plus profondément. Voilà. La sagesse permet d'aller toujours... Je suis très cohérent avec moi-même. Hein. La sagesse permet d'aller toujours plus profondément dans l'analyse des phénomènes. La sagesse elle-même est indivisible. Je suis cohérent avec moi-même, sachant que j'ai écrit ça il y a genre 3-4 semaines. Ça va, je reste cohérent, c'est très bien. Très très bien. Alors, Nagasena, les dharmas, qu'on appelle conscience, sagesse, âme, sont-ils différents au fond et dans les termes, ou ne diffèrent-ils que dans les termes étant identiques au fond? Donc en fait, est-ce que globalement on parle de la même chose mais qu'on appelle différemment, ou est-ce que vraiment il y a une réelle différence entre ces éléments, conscience, sagesse, âme? Et donc il va dire, hein, Nagasena va dire, la conscience a pour caractéristique de connaître, la sagesse elle a pour caractéristique de juger, l'âme n'existe pas. L'âme n'existe pas. Donc la conscience, c'est ce qui nous permet de connaître les phénomènes hein, par rapport aux agrégats. Justement, la conscience, c'est celui qui permet de reconnaître les choses. Hein. L'agrégat de la conscience, c'est si on reprend les 5 agrégats, on a, hein, pour rappel avec les 5 agrégats, on a la forme, donc globalement les objets, hein, les éléments physiques. Donc on va par exemple, je vais le refaire à nouveau avec vous, hein, comme d'habitude je le fais. Hein. On a par exemple mon œil, qui est donc un organe physique qui rentre en contact avec un autre objet physique qui est par exemple le chat sur mon ordinateur. Donc c'est 2 objets physiques qui rentrent en contact avec un organe des sens qui est l'œil. Donc ça c'est l'agrégat de la forme. Va se créer derrière une perception. La perception c'est je reconnais, mon œil reconnaît qu'il est en contact avec un objet. Donc là je reconnais que je suis en contact avec quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais que mon œil est en contact avec quelque chose. Mon œil, par exemple là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est il y a un nouveau message qui est arrivé dans le chat. Naturellement, ça a attiré mon œil, c'est la perception. Vient ensuite une sensation qui va être agréable ou désagréable, ou neutre. Par exemple, hein, j'ai vu un message dans le chat qui... Enfin, là, ça peut être typiquement... d'un coup, mon ordinateur fait un gros flash visuel, et là, je suis... Wow, ça me pique les yeux. Vient ensuite la conscience. Alors des fois, on peut inverser les deux, hein, conscience et sensation. La conscience, ça va donc être l'état, donc ça c'est le 4e agrégat, c'est l'état qui permet de reconnaître les choses. Donc là, je reconnais qu'il y a un message dans le chat, je le lis, je le conscientise. Derrière va se former une formation mentale, où là, du coup, je comprends, je lis, je sais ce qui est écrit, je vais pouvoir réagir dessus. Et la sensation en elle-même, qui est donc l'agrégat dont je parlais avant, hein, sensation qui peut être agréable, désagréable ou neutre, elle peut venir soit directement du contact entre les deux, hein, c'est-à-dire typiquement, si je mets ma main dans le feu, ça fait mal, voilà. Mais il peut aussi venir justement après le côté conscience active et formation mentale, où là, j'ai bien compris, lu, analysé ce qui avait été écrit dans le chat, et je ressens suite à ça une sensation qui est agréable, désagréable ou neutre. Si c'est un message qui est sympa, ça va être agréable. Si c'est un message qui est voilà, juste là, ça va être neutre. Si c'est un message de gars qui me dit tu peux faire une dédicace à un dirigeant nazi comme la dernière fois, eh bien ça va être désagréable par exemple.
Donc voilà, c'est les 5 agrégats et donc la conscience qui est un de ces agrégats-là, c'est celui qui permet vraiment de reconnaître les choses. Je reconnais qu'il y a ici un message dans le chat suite au contact entre mon œil et le chat. Voilà, c'était un petit rappel rapidos des agrégats, on en a déjà pas mal parlé. Il y a même carrément je crois que je dois avoir un replay YouTube sur la partie sur les agrégats dans le livre L'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Vous pouvez vous y référer sans souci si c'est pas très clair pour vous. Et donc, il disait ici, l'âme n'existe pardon, la conscience a pour caractéristique de connaître. La sagesse, elle a pour caractéristique de juger, c'est-à-dire en fait la sagesse va nous permettre de décortiquer les phénomènes pour comprendre ce qui est bien ou mal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit agir pour aller dans le sens de la libération de la souffrance. Et ensuite, l'âme n'existe pas. Donc c'est 3 choses qui sont relativement différentes. Et là, il va revenir sur une discussion, on ne va pas aller trop dans le détail, mais il vient justement, si l'âme n'existe pas, qui donc voit la forme par l'œil, entend le son par l'oreille, etc. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue déjà avant sur l'âme, justement. Donc vous pourrez vous y référer. Là, il reprend vraiment des choses qui ont déjà été dites, il radote. Et donc, Nagasena dit, s'il y avait une âme voyant la forme par l'œil, entendant le son par l'oreille, alors les portes de l'œil étant arrachées, l'âme pourrait tourner vers le dehors, voir aisément la forme dans un large espace. Or, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas d'âme. Donc la justification ici est un petit peu bizarre, mais c'est vraiment lié à une conception de l'âme. Je crois qu'ils appelaient le Vedagu, qu'on avait discuté dans une session précédente. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus parce que c'est exactement la même discussion, le même argumentaire, le même exemple, il reprend vraiment le même exemple. Donc, ça sert à rien de revenir beaucoup plus dans le détail là-dessus. Ensuite, le point ici intéressant, le Thera, donc Nagasena dit, le bienheureux, le Bouddha, a fait une chose difficile. Mais laquelle? La chose difficile qui a été faite par le bienheureux, c'est d'énoncer la distinction de tous les dharmas immatériels, spirituels, qui se trouvent dans un seul organe des sens, le contact, la sensation, la conception, la pensée, l'esprit. Donne-moi donc une comparaison. Si un homme sautait d'une barque dans la mer, prenait de l'eau dans le creux de sa main et y goûtait, pourrait-il reconnaître l'eau du Gange, de la Yamuna, de l'Asiravati, de la Salabu, de la Mari? En fait, est-ce qu'il serait capable de reconnaître dans la mer le goût de chacun des différents fleuves? Bien sûr, ce serait difficile. De même, le bienheureux a fait une chose très difficile en distinguant ses dharmas. Très bien, approuva le roi. En fait, le point ici que discute Nagasena, c'est le fait de dire vraiment un des grands mérites qu'a le Bouddha en termes d'enseignement, en termes de ce qu'il a réussi à acquérir, c'est le fait justement d'avoir été capable de, d'une certaine façon, discriminer ou détailler une expérience qui nous paraît être une expérience unie, c'est-à-dire là typiquement mon œil qui lit le chat, en justement une série de phénomènes ou une série de dharma, une série d'agrégats bien séparés, c'est-à-dire vraiment arriver à décortiquer ce qui se passe réellement, en disant pour que je sois capable de lire le chat, il faut que mon œil rentre en contact avec le chat, il faut que mon œil réagisse au fait qu'il y a un chat, il faut que mon œil comprenne qu'il y a un chat, il faut que mon œil derrière intègre le contenu du chat, et il faut ensuite que, suite à ça, mon cerveau me fasse réagir d'une façon neutre, en sentant une sensation neutre, agréable, désagréable, et que derrière, je puisse prendre une décision sur ce qui se passe. Donc c'est cette idée d'avoir pu vraiment décortiquer concrètement ce qui se passe dans une sensation, ou enfin dans un mécanisme qui nous paraît être en fait un mécanisme unique de je lis le chat. Et en fait, je lis le chat, on le voit, en fait, c'est l'action de 5 agrégats qui vont justement se dérouler. Donc en fait, on peut le discriminer d'une façon beaucoup plus poussée que ça, en fait. Éponine qui dit qu'il ne serait pas capable de distinguer les eaux des fleuves de la mer. Par contre, il peut distinguer les ratios de sel et voir des poissons géants. Nagasena est vraiment marseillais, en fait. C'est ça. Une fois, j'ai vu un poisson. Oh putain, il faisait au moins 500 yojana, le truc. Wouh! Il était big. Il était big. Oh, le truc, il était comme ça. C'est ça. En mode marseillais, exactement. Donc voilà, il dit en tout cas c'est une des grandes caractéristiques du Bouddha et c'est vrai que c'est un des éléments importants du bouddhisme Theravada, cette notion des 5 agrégats, pour permettre vraiment de comprendre comment est-ce que fonctionne notre corps et notre esprit, vraiment quels sont les mécanismes. Et une grande partie du Theravada a été justement de détailler ces différents mécanismes, de donner des listes vraiment détaillées de ce qui se passe, des différentes sensations par exemple, agréables, désagréables ou neutres, et toutes ces choses-là. Chose qui
va, pour moi en tout cas, perdre un peu d'importance avec le Mahayana en fonction des traditions. Voilà, on va pas forcément autant rentrer dans le détail de ça, on va poser en fait des problématiques sur d'autres choses, plus que sur vraiment arriver à décrire dans le détail les phénomènes et le fonctionnement mental, même si par exemple certaines écoles bouddhistes, hein, typiquement les équivalents des écoles Rosso, euh, qui vont justement développer cette théorie de l'esprit, d'une certaine façon qu'on appelle l'esprit seul ou mind only, avec le concept d'Alaya Vijnana, etc. Toutes ces écoles-là gardent quand même bien cette idée de décortiquer les phénomènes, les fonctionnements, etc. Mais il y a d'autres écoles Mahayana où en fait on s'en fiche un petit peu. Typiquement les écoles de la Terre pure, bon, on n'accorde pas forcément énormément d'importance à ça parce que c'est pas là-dessus qu'on se pose, que se posent nos problématiques d'une certaine façon. Donc voilà, mais dans le Theravada, c'est très très important, bien sûr. Donc voilà. Et donc on en arrive, malheureusement, à la fin, à l'épilogue. Le Thera dit, donc Nagasena, hein, sais-tu, Maharaja, quelle heure il est? Là, il se pose la question, c'est putain, mais il est quelle heure là? Je le sais, vénérable. La première veille est écoulée, la seconde est en cours. Les flambeaux sont allumés, les 4 bannières sont commandées, les présents royaux vont venir du trésor. Donc là, il y a un petit rituel royal qui se passe en arrière-plan. Voilà, la première veille est écoulée, la seconde est en cours. Alors, j'ai pas forcément regardé ce à quoi ça correspond, ça aurait été rigolo, mais je ne sais pas non plus par rapport à leur époque à quoi correspond la première veille, à quoi correspond la deuxième veille, à partir de quand ça commence. Voilà, c'est la fin de soirée là. Ouais, c'est ça, je pense on est pas mal sur fin de soirée, ouais. On est pas mal sur la fin de soirée. Léon n'a qu'à dire tu es habile, Maharaja, donc il parle de Milinda, hein, mais le moine est savant. Et donc Milinda répond oui, le Terra est savant. Là où il y aurait un maître comme lui et un disciple comme moi, on ne mettrait guère de temps à comprendre la doctrine. C'est-à-dire que là, on a vraiment le cas typique hein, d'un véritable maître éclairé qui s'adresse à un disciple qui a vraiment envie d'apprendre, qui n'hésite pas non plus à le challenger. Hein. On a bien vu, hein, Milinda, il reste pas comme ça juste à écouter passivement. Justement, c'est en ça que c'est un bon disciple, c'est qu'en fait, Milinda, il essaye vraiment d'aller au fond des choses, donc il va poser des questions, il va creuser, il va challenger Nagasena, et c'est en ça que c'est un bon disciple. Il n'est pas juste à écouter en disant oui, 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 puis en fait il écoute à moitié et puis il s'intéresse qu'à moitié. Là, il est vraiment impliqué dans la discussion, et donc c'est pour ça que c'est un bon disciple, notre bon roi Milinda. Satisfait de l'explication donnée à ces questions, le roi offrit au Terra Nagasena une étoffe de laine valant 100 000 Karapana, je ne sais pas ce que ça fait en euros, ne me demandez pas, et lui dit Vénérable Nagasena, à partir d'aujourd'hui, je vous alloue 800 repas, donc pour lui et puis les moines autour. Hein, je vous donne à choisir dans mon palais tout ce qu'il vous est licite de recevoir. Licite parce que bien sûr, en tant que moine, il est limité dans les possessions qu'il peut avoir. Il va pas commencer à se balader avec une couronne et des pièces d'or. Hein, c'est un moine, quoi. Donc il peut pas aller commencer à prendre ça dans le. Il va pas aller chercher le trône du roi. Il fait je veux votre trône. Voilà, non ça marche pas. Il y a des objets que les moines sont autorisés à porter, très peu d'ailleurs. Donc voilà, il peut pas aller tout prendre, il peut pas aller faire une razzia chez le roi, bien sûr. Et c'est pas du tout l'idée qu'a, bien sûr, Nagasena. Merci Maharaja, il lui répond, hein, mais j'ai de quoi vivre. Donc en gros, ça sert à rien de me blinder de cadeaux. Moi, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Je suis un moine, j'ai pas besoin de grand chose, quoi. Et là, il y a un point qui est intéressant que va soulever ici Milinda. Et il le dit, je le sais. Il se doute bien. Il a vu Nagasena, il se doute bien que Nagasena, c'est pas le genre de mec qui est intéressé par les honneurs et les richesses. Mais il n'empêche que, il veut quand même lui donner quelque chose. Et pour quelle raison? C'est qu'il dit, je le sais, vénérable, mais veillez sur vous et sur moi, pour nous épargner des propos malicieux. Veillez sur vous pour qu'on ne dise pas, le Tara Nagasena a sans doute satisfait le roi Milinda, mais il n'a rien reçu de lui. En gros, ouais, Milinda, il dit en gros il est content de ce que lui a dit le moine, mais en fait, le moine n'a rien reçu. Donc en fait, techniquement, c'est que c'était peut-être pas si ouf, quoi. Donc c'est peut-être que Nagasena, c'est peut-être pas un si bon enseignant que ça. Donc voilà, hein. Veillez sur vous pour qu'on ne dise pas le Terra Nagasena a sans doute satisfait le roi Milinda, mais il n'a rien reçu. Et veillez sur moi pour ne pas qu'on dise le roi Milinda est sans doute satisfait, mais il ne le montre pas. Donc en gros, Nagasena était un bon moine, il a bien enseigné au roi, mais le roi est un immense ingrat. Voilà. Et le roi n'a pas de respect pour Nagasena, il lui a rien donné. Donc il dit voilà, fais attention à ces deux, veille sur toi et sur moi, en acceptant les cadeaux pour que les gens ne disent pas Nagasena n'est pas très bon enseignant vu qu'il n'a pas été récompensé. Et qu'on ne dise pas au roi, le roi est un ingrat parce que malgré les enseignements qu'il a reçus, il n'a rien donné aux moines. Donc c'est pas parce qu'il veut
que le moine s'enrichisse et parce que voilà, il veut pas corrompre le moine là-dessus, mais c'est juste pour d'un point de vue réputation pure. Là, on parle vraiment de réputation. Hein, il veut juste pour pas que les gens commencent à se dire que l'un ou l'autre n'ont pas bien fait leur travail en fait. Donc c'est juste par convention entre guillemets qu'il veut donner au moine et que le moine devrait accepter quoi. Soit, Maharaja. Comme un lion captif dans une cage d'or tend le cou vers le dehors, ainsi bien que demeurant dans le monde, j'aspire à la solitude. Donc ça, c'est Milinda qui parle, et il va mettre un point ici qui est intéressant. Donc il dit, intéressant, il se compare lui-même à un lion, Milinda, le roi, il se compare à un lion qui est captif dans une cage d'or, qui tend le cou dehors et qui aimerait pouvoir sortir du monde et demeurer dans la solitude, sortir de cette cage d'or que représente son palais, son statut de roi, toutes les obligations qui viennent avec. Mais voilà ce qu'il dit, et ça, c'est un peu triste, hein. Mais si je quittais le monde pour la vie religieuse, je ne vivrais pas longtemps, car j'ai beaucoup d'ennemis. Et ça, c'est intéressant. Hein. Cette idée que, et c'est un point qui est important dans le Theravada, dont je crois que j'en ai parlé la dernière fois ou l'avant-dernière fois, cette idée qu'en fait, ah oui, j'en ai parlé pendant le live de lundi soir sur les différences Theravada Mahayana, mais il y a aussi cette idée que, eh bien, en fait, malgré le fait que moine soit un statut vraiment enviable et important, parce que ça permet de se libérer de la souffrance, d'œuvrer vraiment pour se libérer de tout ça, dans les meilleures conditions, eh bien, il y a des personnes, en fait, qui, malgré tout, n'ont pas la possibilité de devenir moine. Et ici, on a l'exemple typique de Milinda, hein, qui dit, en fait, moi, j'aimerais bien être moine, en vrai, j'aimerais bien, et d'ailleurs, on le voit, il a un goût pour la discussion, il a un goût pour la philosophie, il a envie d'en apprendre plus, il a envie de se libérer de la souffrance. On sent qu'il a un appétit pour tout ça. Sauf qu'il dit, en fait, moi, je suis comme un lion en cage, en fait, je ne peux pas. Si je sors de ma cage, si je deviens moine, dans le moi, je me fais tuer. Parce que je suis un roi, il y a forcément des gens qui ont des rancœurs contre moi, il y a d'autres pays qui attendent que ça, de se dire « Ah tiens, il a pu son armée pour le protéger, le petit Milindou. Milindou, on va lui rendre une petite visite. On va aller voir comment il va. » Et du coup, il sait très bien qu'il va y passer dans les 3 jours, quoi. Donc, il ne peut pas. Donc, en fait, techniquement, il ne peut pas, même s'il en avait envie. Ça, je trouve ça intéressant et un peu triste de voir vraiment en fait le roi que malgré son statut extrêmement privilégié de dirigeant du pays, eh bien en fait c'est pas forcément ce qu'il voudrait faire, mais il n'a pas la possibilité de faire autrement. Il n'a pas la possibilité de quitter son rôle de roi pour devenir moine, parce que ce serait trop dangereux entre guillemets pour sa vie, quoi. Voilà. Alors le vénérable Nagasena, ayant répondu aux questions du roi Milinda, se leva et retourna à son couvent. Il retourne chez lui faire dodo. Dès qu'il fut parti, le roi Milinda se demanda. Le roi Milinda se demanda. Qu'ai-je demandé? Et qu'a répondu le révérend? Et il pensa. J'ai bien demandé tout. Et le révérend a bien répondu à tout. De son côté, le vénérable Nagasena, étant rentré au couvent, se demanda. Que m'a demandé le roi Milinda? Que lui ai-je répondu? Et il se dit. Le roi Milinda m'a bien demandé tout. Et j'ai bien répondu à tout. Donc, ils se font un peu une petite review, chacun de leur côté, de ce qui s'est passé. Hein. Milinda, il y a un côté important parce que, pour rappel, à l'époque, on ne pose globalement pas les termes par écrit. Donc là, Milinda, ce qu'il fait, c'est qu'il se rappelle, il essaye de se rappeler, il se remémore ce que le moine Nagasena lui a enseigné, les questions qui se sont posées, les réponses qui lui ont été données, pour essayer de bien s'en rappeler, de bien s'en imprégner. Et puis aussi vérifier en se disant, est-ce que vraiment j'ai bien posé toutes les questions que j'avais besoin de poser? Est-ce que je me sens bien par rapport à ça? Est-ce que je suis confort? Et il dit oui, effectivement. Et Nagasena, de son côté, lui, il se refait la discussion en réfléchissant, en disant, ok, est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions du roi? Est-ce qu'il m'a bien posé toutes les questions qu'il avait envie de me poser? Est-ce que j'étais assez ouvert par rapport à ça? Est-ce que j'ai bien répondu à tout? Et c'est tout bon. Pauline qui dit, c'est bon, je n'ai pas oublié de lui parler des poissons géants. Et pourquoi la mer? Pourquoi la mer, elle s'appelle, je sais plus trop comment, avec le sel, là? Question, hein. Après, il n'y a pas de question bête en soi, il n'y a pas de question bête. C'est juste complètement hors contexte, mais ok. Et donc, le lendemain matin, Nagasena s'étant vêtu, ayant pris son bol et sa robe, se rendit au palais et s'assit sur le siège qui lui fut offert. Donc là, il reprend la discussion, concrètement. Le roi Milinda le salua, s'assit à ses côtés et lui dit « Que votre révérence ne pense pas que je n'ai pas dormi le reste de la nuit par suite de contentement de me dire « Ah, j'ai questionné Nagasena, c'était stylé. » Non. Pendant le reste de la nuit, j'ai pensé « Qu'ai-je demandé ?» et qu'a répondu le révérend. J'ai bien tout demandé et le révérend a bien répondu à tout. Et le Terra lui dit que votre majesté ne pense pas que j'ai passé le reste de la nuit dans le contentement, à me dire j'ai répondu aux questions du roi Milinda
Non, pendant le reste de la nuit, je me suis dit, le roi Milinda m'a tout demandé, et j'ai bien répondu à tout. Ainsi ces grands hommes se félicitaient réciproquement de leurs belles paroles. Donc là, vraiment, ils se disent, hein, pense pas que vraiment je me suis couché en me disant, waouh, j'ai été trop un boss comme j'ai bien répondu. Puis Milinda qui dit, waouh, j'ai été trop un boss, les bonnes questions que j'ai posées là, les bonnes réponses que j'ai eues. Non, ils se disent, effectivement, j'ai passé le reste de la nuit à me remémorer tout ça. Bon, comme je disais juste avant, hein, pour Milinda, se rappeler, bon, est-ce que j'ai bien posé toutes les questions que je voulais poser? Et quelles sont les bonnes réponses que m'a apporté Nagasena? Est-ce que je peux m'en rappeler? Et pour le cas de Nagasena, c'est de dire, est-ce que le roi m'a bien posé toutes les questions qu'il voulait me poser? Et est-ce que mes réponses ont été correctes? Et du coup, grâce à ça, ils disent, ben ouais, on a eu vraiment une bonne discussion, quoi. En mode retour de soirée, ils ont quasiment pas pu dormir parce qu'ils étaient en train encore de mouliner sur ce qui s'est passé en disant, ok, est-ce que vraiment tout a été abordé, tout a été répondu correctement? Voilà. Donc c'est des... Non mais dormez les gars, sérieux, il faut faire dodo à un moment. À un moment, faut lâcher, hein. Faut faire dodo. Hein. Sinon après, on n'est pas efficace. Hein. Donc voilà. Ainsi se termine du coup, hein. Malheureusement, c'est la fin. Ainsi se terminent les questions du roi Milinda. Voilà. Et après, on peut... Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était un texte intéressant. Comme je disais, il y a énormément de bons points de discussion. Il y a aussi des points vraiment un peu plus obscurs pour lesquels on n'a pas les références. Peut-être que c'est des points qui étaient évidents pour les personnes à l'époque où le texte a été discuté et composé. Et pour nous, on se dit, ben, je vois pas trop le rapport avec pourquoi c'est ce que ça fait là. Mais ça reste, mine de rien, là, ici, des points mineurs par rapport à le reste des points qui sont quand même des points importants dans le bouddhisme et qui sont relativement bien discutés, relativement bien expliqués. Même si, comme je disais, hein, vous avez vu au fur et à mesure des lives, cette traduction française qui date, hein, elle a 100 ans maintenant, hein, ce livre a 100 ans, elle n'est pas forcément parfaite. Il y a des éléments où on traduirait pas forcément comme ça de nos jours. Mais voilà, elle a le mérite d'exister et elle a le mérite d'être intéressante. Puis j'espère qu'avec mes commentaires, ça vous a aidé à un peu mieux comprendre ce texte.